société Cyberwatch. Donc, je suis responsable de la production chez Cyberwatch et bienvenue pour ce webinaire sur sur nos deux solutions en fait. La première partie du webinaire va concerner notre logiciel de supervision des vulnérabilités. Et puis ensuite, j'enchaînerai sur une seconde partie sur notre nouveau produit qui est sorti cette année et qui permet de faire de la gestion de conformité. Qui est Cyberwatch? Donc Cyberwatch est une entreprise qui est basée à Paris, qui est une société française qui est du coup un éditeur de logiciels et donc du coup qui édite ces deux produits que je vais vous présenter aujourd'hui. Du coup, ce premier produit, c'est le logiciel de supervision des vulnérabilités. Que fait ce logiciel? Ça va être le cœur de cette présentation, mais si d'abord je dois résumer en quelques mots ce que ce produit fait, je dis souvent qu'il fait principalement deux choses. Donc la première, c'est en fait qu'on est relié aux bases de vulnérabilité des autorités en matière de sécurité, comme les autorités américaines, le NVD, ou bien l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, donc l'ANSSI, ou encore on est relié aussi aux alertes de sécurité. Excusez-moi. On est relié aussi aux bases d'alertes de sécurité de tous les grands éditeurs de logiciels, qui vont du coup publier des alertes de sécurité lorsque leur logiciel, lorsqu'ils découvrent tout simplement une faille dans l'un de leurs logiciels. Ça, c'est la première chose. On va agréger toutes ces informations dans une base de connaissances et on va venir utiliser cette base de connaissances pour venir voir chez nos clients s'ils sont en possession de ces vulnérabilités. Du coup, concrètement, notre solution, c'est une solution qui est accessible via votre navigateur. Ce que vous voyez à l'écran, du coup, c'est la page d'accueil de notre logiciel sur laquelle vous pouvez voir différentes informations synthétiques pour venir mesurer où en est votre parc, où en est le parc que vous surveillez vis-à-vis de ces vulnérabilités. Quelle est la proportion de machines qui contiennent le plus de vulnérabilités, notamment avec un exploit public disponible. Ce sont des vulnérabilités qui sont mises en avant dans le logiciel, puisque du coup elles sont encore plus dangereuses du fait que des kits d'attaque sont disponibles gratuitement sur Internet. Sur ce parc, quels sont les produits qui sont les plus porteurs de ces vulnérabilités? C'est-à-dire quels sont les logiciels, quels sont les systèmes d'exploitation qui posent le plus de problèmes et qu'il faudrait le plus patcher. Et puis, parmi les problèmes de sécurité, quels sont ceux qui sont les plus critiques parce que ils vont être accessibles depuis le réseau, ou bien également ceux qui ont un exploit public et qui sont accessibles depuis un vecteur d'accès local. Je ne détaille pas l'ensemble des informations de ce dashboard pour gagner du temps. Concrètement, notre solution vous propose du coup d'effectuer de manière continue une veille sur les machines que vous utilisez, sur leurs applications et sur leur système d'exploitation. Ça va vraiment être des scans qui vont se faire de manière continue. L'idée du logiciel, ça va être de vous faire gagner du temps sur tous les aspects de la gestion des vulnérabilités. À partir de la veille, donc la découverte de quelles sont les vulnérabilités existantes, en passant par du coup la priorisation de ces vulnérabilités, donc le fait de savoir sur quelles sont parmi ces vulnérabilités celles qui sont présentes sur votre parc, quelles sont celles qui sont les plus dangereuses en fonction de nombreux critères, et enfin en allant jusqu'à la partie patching, donc en vous proposant de déclencher directement l'application de correctif depuis le logiciel. Du coup, j'enchaîne sur une partie plus orientée architecture, donc pour vous présenter le fonctionnement de la solution. Puisqu'en fait, notre logiciel, c'est un logiciel qui fonctionne en mode on-premise, pour lequel on vous demande de nous confier du coup une machine de type Linux qui est hébergée du coup dans votre réseau et à partir de laquelle vous allez pouvoir accéder à Cyberwatch et également effectuer les scans. Du coup, cette machine, l'installation de Cyberwatch sur cette machine, c'est une opération qui est assez simple, qui prend moins d'une demi-journée, puisqu'on utilise la magie de Docker pour pouvoir installer notre solution et la faire fonctionner, ce qui facilite grandement l'installation.
Concrètement, une fois que le logiciel est présent sur cette machine, la première chose qui se produit, c'est qu'il va venir synchroniser sa base de vulnérabilité avec la base de vulnérabilité centrale de CyberWatch. Donc là, je reprends certains éléments du coup que j'ai présentés très rapidement au début. Donc pour vous dire que, en fait, nous, on va venir se connecter sur les bases de sécurité de l'ANSSI, des autorités américaines, des éditeurs de Microsoft ou de différentes distributions Linux, mais aussi d'éditeurs de logiciels, d'Adobe, des dizaines et dizaines de sources comme ça. Et on va venir ranger ces informations dans notre base de connaissances. Et donc, on va ensuite mettre à jour cette base de connaissances vraiment en continu. On interroge nos sources. Dans l'heure après la publication d'une vulnérabilité, elle va se trouver dans notre base de connaissances. Et ensuite, chacun de nos clients, du coup, va avoir son instance CyberWatch qui va se synchroniser avec cette base centrale pour lui permettre, du coup, de récupérer donc les nouveautés, les nouvelles vulnérabilités dans son CyberWatch. Donc, pour information, vous avez environ une moyenne sur l'année dernière de 40 nouvelles vulnérabilités par jour. Donc ça explique ce besoin du coup de venir détecter, être capable de détecter les nouvelles vulnérabilités de manière continue. Sur cette slide, on a voulu compliquer les choses en indiquant que CyberWatch peut fonctionner avec des serveurs relais. Vous pouvez, par exemple, pour de gros clients, décider de déployer dans leur réseau un scanner CyberWatch pour permettre du coup de n'ouvrir les flux que entre ce scanner CyberWatch et les machines de votre client. Donc, du coup, pour effectuer les scans, on vous propose deux stratégies. Une stratégie sans agent, donc qui va du coup être en particulier possible avec une architecture, avec un serveur relais chez votre client. Puisqu'en fait, on va venir se connecter en SSH sur les machines Linux et en WinRM sur les machines Windows. C'est le serveur CyberWatch qui va venir se connecter sur la machine cible. Et ça nécessite du coup d'avoir un flux dans les deux sens, un flux ouvert dans les deux sens. Donc, typiquement, ça va pas être forcément des flux. J'imagine que vous pouvez facilement avoir entre une machine qui est hébergée chez vous et une machine qui est hébergée chez votre client. D'où l'intérêt de pouvoir déployer un scanner relais dans certains cas. En revanche, si vous voulez forcément, vous souhaitez pas chez tous vos clients avoir à déployer un serveur relais, et du coup, il va être possible directement depuis votre instance CyberWatch de venir scanner les ordinateurs à protéger en passant par un agent. Donc un petit programme que vous allez installer, qui est très léger, hein, que vous allez installer sur les machines de votre client et qui va être chargé de la collecte des informations dont CyberWatch a besoin et qui va remonter ces informations en HTTPS au scanner CyberWatch. Du coup, ça nécessite tout simplement un flux dans le sens machine scannée vers machine CyberWatch en HTTPS, donc sur le port 443. Il est également possible de faire des scans déconnectés, mais ça, c'est plutôt des stratégies qui sont utilisées par nos clients orientés défense. Puisqu'il va falloir à chaque fois venir télécharger le script CyberWatch, le transférer de la manière qu'on souhaite sur la machine cible et puis récupérer les résultats et les renvoyer dans CyberWatch. Donc finalement, ce sont des scans manuels qui sont très fastidieux à faire du coup, quand on supervise un certain nombre de machines. Donc, vous l'avez compris, le cœur de ce que CyberWatch vous propose, ce sont des scans authentifiés, puisque du coup, que ce soit avec une stratégie avec agent ou une stratégie sans agent, on va effectuer des scans depuis l'intérieur des machines via un compte ou via l'agent. Du coup, ça va nous permettre de détecter les versions des logiciels que vous utilisez, le niveau de patching de votre OS, les configurations de votre machine, etc. Du coup, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir vous détecter toutes les vulnérabilités présentes sur vos machines. On vous propose également d'effectuer des scans réseau. Donc, le logiciel embarque en fait un Nmap qui va être capable du coup de détecter sur le réseau sur lequel CyberWatch est installé, de venir détecter quelles sont les machines qui sont présentes, qui répondent au ping, et également de venir voir quels sont les ports qui sont ouverts, quels sont les services qui sont derrière ces ports, si possible de découvrir certaines versions de ces services depuis directement l'extérieur des machines, et également de détecter certaines vulnérabilités parmi les plus connues et parmi les plus critiques et détectables depuis l'extérieur des machines, comme Heartbleed, WannaCry ou encore Poodle.
Donc, ce que vous voyez ici, du coup, c'est eh bien, la liste des machines qui vont être supervisées par le logiciel. Ça va être le point d'entrée pour la plupart des actions et la plupart des informations auxquelles vous allez vouloir accéder dans le logiciel. Donc, vous voyez que cette liste, elle contient pas mal d'informations. Vous allez avoir un moteur de recherche qui va vous permettre de faire pas mal de choses. Par exemple, vous pouvez chercher toutes les machines dans cette liste qui vont avoir du Java installé. Vous pouvez chercher toutes les machines qui ont tel KB. Chercher toutes les machines qui sont porteuses de telle vulnérabilité. En fait, chaque vulnérabilité est identifiée par un code qui s'appelle un code CVE. C'est un code qui est international et qui va identifier de manière unique un problème de sécurité. Et donc, du coup, vous allez pouvoir taper ce code CVE pour voir la liste des machines affectées. Imaginons que vous entendiez dans la presse que le nouveau WannaCry fait rage. Eh bien, vous pouvez trouver le code CVE de la vulnérabilité associée à ce nouveau WannaCry et vous pouvez aller dans votre CyberWatch, le taper et voir tout de suite la liste des machines qui pourraient être affectées du coup par ce WannaCry parce qu'elles sont porteuses de la vulnérabilité qui permet à ce WannaCry de se répandre. Vous pouvez également utiliser les différents filtres qui sont mis à votre disposition pour pouvoir voir uniquement les postes de travail, voir uniquement les serveurs, pour pouvoir voir certaines distributions, donc tel type de machine Windows, tel type de machine Linux. Euh, donc, je passe rapidement là-dessus parce que je vais y revenir. Voir les machines selon leurs états. Est-ce que leurs systèmes d'exploitation sont obsolètes? Donc ça, c'est un critère qui est vraiment bien en avant dans notre solution parce que, en fait, au bout d'un moment, lorsque les systèmes ou les applications deviennent obsolètes, en fait, les éditeurs cessent de publier de nouvelles vulnérabilités. Cessent également de publier des correctifs. C'est un processus que vous connaissez bien. Mais du coup, c'est important que dans la solution, vous voyez ça mis en avant pour savoir que, en fait, même s'il y a des problèmes de sécurité là, sur cette machine, ils seront plus corrigés, ils seront plus publiés, et du coup, c'est un risque important en matière de sécurité. Euh, et du coup, vous pouvez également prioriser vos machines en étant capable de filtrer pour voir toutes les machines ayant une vulnérabilité avec un score élevé, donc avec une dangerosité indiquée par les autorités comme étant importante. Donc le score qu'on utilise, c'est un score qui s'appelle le score CVSS, qui est un score international, qui est donc reconnu comme étant capable de pouvoir juger de la dangerosité d'une vulnérabilité. C'est un score qui va de 1 à 10, 10 étant la sévérité maximale. Donc, par défaut, quand vous filtrez élevé, vous trouvez toutes les machines qui ont au moins un problème de score supérieur à 7,5. Ce sont des seuils que vous pouvez configurer si vous le souhaitez. Et puis, vous pouvez également filtrer pour voir toutes les machines sur lesquelles il y a au moins une vulnérabilité, pour laquelle on a trouvé un kit d'attaque sur Internet. Donc ça forcément, quand c'est le cas, ça abaisse les technicités nécessaires pour attaquer cette machine. Donc c'est un critère très important également. Donc ça, c'est pour tous les critères un peu techniques, sur la partie vulnérabilité ou sur la partie OS. Mais également, vous pouvez du coup venir remettre un peu des critères métiers là-dedans. Donc en associant des étiquettes à vos machines, donc N étiquettes pour une machine. Ces étiquettes, vous pouvez les utiliser pour plusieurs critères. J'imagine que dans votre cas, la première étiquette qu'on va souhaiter utiliser, c'est une étiquette par client, tout simplement venir voir uniquement les machines de tel client. Et puis ensuite, vous pouvez avoir des étiquettes supplémentaires selon vos besoins pour taguer tel environnement. Voilà. Et ces étiquettes vont être aussi utilisées dans la gestion des droits dans le logiciel. Vous pouvez accorder un accès à à un utilisateur à l'interface en lui donnant des droits en consultation ou en écriture sur tel ou tel groupe uniquement. Et puis, enfin, vous pouvez associer une criticité à vos machines pour venir dire l'importance que vous ou votre client accordez à telle ou telle machine. Et du coup, ça va être utilisé dans les différents graphiques proposés par la solution dont je vais vous parler. Excusez-moi. Pour du coup venir mettre en avant les problèmes de sécurité importants sur les machines critiques, bien sûr. Dans cette liste, vous voyez donc l'host name des machines remontées, leur système d'exploitation, et du coup le nombre de problèmes de sécurité remontés, ou bien s'il n'y en a pas, tant mieux. Et du coup, on vous le remonte aussi. Si vous cliquez du coup sur le détail d'une machine, sur le nom d'une machine plutôt, vous accédez au détail des problèmes de sécurité, donc des vulnérabilités
qu'on a trouvé sur cette machine. Donc là, on a pris l'exemple d'un poste de travail Ubuntu sur lequel on a quelqu'un a installé MySQL Server. C'est un peu surprenant, mais pourquoi pas. En plus, ne l'a pas mis à jour. Et du coup, vous voyez toute une série de vulnérabilités remontées à cause de ça. Euh, pour chacune d'entre elles, vous allez avoir bien sûr les références, mais aussi donc le score dont je vous ai parlé qui va remonter. Ce petit éclair, ce petit symbole en forme d'éclair qui va vous indiquer justement la présence d'un kit d'attaque. On va remettre également chaque vulnérabilité dans leur catégorie pour que vous puissiez voir un peu classer les vulnérabilités en fonction des différents types de vulnérabilités existantes. Et puis bien sûr la technologie associée. Pour chaque vulnérabilité, vous allez pouvoir associer un commentaire pour venir eh bien, dire où vous en êtes sur cette vulnérabilité et également peut-être ignorer certaines vulnérabilités pour bien acquitter ce problème et dire que vous acceptez ce risque informatique pour telle ou telle raison. Ça va permettre de passer certaines vulnérabilités en fin de liste et de pouvoir du coup comme ça continuer d'avancer dans le traitement de vos vulnérabilités. Si par exemple vous avez un Java qui est présent dans une version qui est connue comme étant très vulnérable mais que vous ne pouvez pas le mettre à jour parce que vous avez tel prérequis sur la machine, eh bien, vous pouvez acquitter ces problèmes-là et du coup traiter les autres. Ça permet de continuer d'avancer. Vous avez bien sûr un historique qui est présent dans le logiciel des vulnérabilités qu'on a trouvées sur la machine avec leur date de détection et leur date de correction. Pouvoir voir du coup, point de vue traçabilité, pouvoir être capable de dire que la machine était exposée, potentiellement aurait pu être exposée à un problème de sécurité de telle date à telle date. Euh, L'inventaire, du coup, c'est la partie qui va vous montrer l'ensemble de ce qu'on trouve sur la machine, quels sont les KB qui sont présentes, quels sont les logiciels qui sont installés sur la machine. Bon, là, un poste de travail avec 12 KB et applications, on voit bien que c'est une machine de test parce que c'est pas ce qu'on va voir fréquemment dans la réalité. Donc, si on clique sur un code CVE, on va être redirigé vers plus d'informations sur la vulnérabilité en question. Donc, on va avoir une description de cette vulnérabilité, qui a un résumé de ce dont il s'agit, l'explication de la catégorie dans laquelle elle a été rangée, et surtout les liens vers toutes nos sources, qui peuvent varier énormément d'une vulnérabilité à l'autre, hein. Selon eh bien, quels acteurs s'expriment sur cette vulnérabilité et quels acteurs ne s'expriment pas. Donc là, c'est une vulnérabilité sur Flash. Donc on voit du coup que les autorités américaines se sont exprimées, Renator, Microsoft, Adobe bien sûr, mais aussi Red Hat. Par exemple, on voit que pour cette vulnérabilité, il n'y a pas eu de bulletin du CERT-FR, donc qui est l'organisme de publication de l'ANSSI. Donc les autorités françaises finalement ne n'ont pas publié, ou en tout cas n'avaient pas publié au moment de la rédaction de ces slides sur cette vulnérabilité. Pourrait aller vérifier si jamais c'est le cas depuis. Euh, et puis, ce fameux kit d'attaque dont je vous ai parlé, donc vous avez également un lien pour pouvoir voir ce dont il s'agit et donc voir comment cette vulnérabilité peut être exploitée. Forcément, la technologie qui est associée, et puis surtout la liste des ordinateurs concernés. Donc tout à l'heure, on a vu pour une machine la liste des vulnérabilités, là on voit pour une vulnérabilité la liste des machines. Vous pouvez paramétrer cette liste pour demander d'afficher également toutes les machines qui ont été détectées comme vulnérables à un moment donné à cette vulnérabilité. Et j'ai pas précisé que ces différents tableaux sont exportables au format CSV, donc pour pouvoir sortir des données du logiciel. Bien entendu, ces exports vont prendre en compte les différents filtres que vous avez configurés. Sur chaque vulnérabilité, on va vous donner, ça vous le savez, j'ai déjà dit, bien sûr, le score, mais on va venir décomposer ce score parce qu'en fait, ce score repose toujours sur 6 indicateurs. Et donc, on va finalement, vous expliquer pourquoi telle vulnérabilité a un score de niveau aussi élevé et pourquoi telle vulnérabilité a un autre score. Et vous allez pouvoir comme ça comparer deux vulnérabilités qui peuvent avoir le même score, mais pour des raisons qui peuvent être très différentes. Donc, vous avez 3 métriques sur la partie impact, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire de ma machine avec cette vulnérabilité, et 3 métriques d'exploitabilité. Donc, finalement, c'est la faisabilité d'une attaque. Du coup, ici, pourquoi la machine a un score de niveau 10? C'est parce que on voit ici arbitrary code execution. Donc, ça veut dire qu'en fait, grâce à cette vulnérabilité, on peut exécuter n'importe quel code sur votre machine. Donc, forcément, c'est ce qui explique que l'impact soit niveau maximal.
Au niveau de l'exploitabilité, c'est quelque chose qu'on peut faire depuis le réseau, pour lequel il n'y a pas d'authentification qui est nécessaire et pour lequel la complexité, technique, de l'attaque, est assez faible. C'est ce qui explique aussi, hein, le fait qu'il y a un kit d'attaque automatique. Forcément, lorsque c'est facile à faire, c'est facilement aussi automatisable et du coup, c'est pour ça que cette vulnérabilité est très dangereuse. Hem un autre é ça me je pense à autre chose en disant ça. Un autre élément sur, cette partie, kit d'attaque, pourquoi on met autant en avant ces kits d'attaque, dans l'interface? C'est aussi que, de nombreuses attaques informatiques, comme vous le savez, sont, l'œuvre, de bots, de programmes informatiques qui vont crawler, la toile à la recherche de machines, attaquables et forcément, la première chose que font ces bots, c'est, de tenter les kits d'attaque disponibles, gratuitement sur la toile. Du coup, forcément, ce sont des attaques qui sont bien plus fréquentes, que des attaques, humaines. Du coup, depuis le début de la présentation, je me suis concentré, sur la partie détection des problèmes, mais chez Cyberwatch, plutôt que de simplement, affliger sous, des listes et des listes de problèmes, on aime bien également, en face de chacun d'entre eux, pouvoir vous proposer une solution. Du coup, parce qu'on essaie d'être un produit vraiment opérationnel, qui n'a pas pour but de vous lister des problèmes, pour lesquels vous ne pouvez pas agir. Donc finalement, en face de chaque problème, de 100 des vulnérabilités présentes dans le logiciel, vous aurez toujours, si vous passez en mode correction, on vous présentera toujours, la solution. Donc là, on a pris l'exemple d'une machine, Linux, mais ça serait exactement le même principe pour une machine Windows. Pour laquelle on voit qu'on a par exemple ce problème de sécurité, qui est là parce qu'en fait, on a ces packages qui sont présents dans cette version. Et pour corriger ce problème de sécurité, il faudrait bien passer ces packages à cette version. Ça, ce sera toujours le cas pour chaque vulnérabilité, j'insiste. Pour chaque vulnérabilité, vous aurez une action corrective très claire qui sera indiquée dans le logiciel. Donc là, c'est déjà important. Ça vous donne du coup la marche à suivre pour pouvoir corriger ce problème. Pour de nombreux problèmes, on vous proposera tout simplement de venir cocher ces actions correctives si vous le souhaitez et de venir planifier leur exécution sur votre machine. Euh, En fait, ce qui se passe, c'est que CyberWatch va générer un script de mise à jour qui va demander à la machine de se procurer le correctif via son canal de mise à jour favori. Donc, il faut bien comprendre là-dessus que CyberWatch en fait ne propage pas les correctifs eux-mêmes, mais va simplement donner des ordres à vos machines de se procurer ces correctifs. Ça peut être le cas par exemple pour une KB de sécurité Microsoft. Dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que votre machine, si elle a un serveur WSUS de configurer, elle va bien pouvoir aller chercher le correctif sur WSUS. Et si elle va chercher le correctif sur Internet, elle va bien pouvoir récupérer ce correctif en ligne. Dans tous les cas, CyberWatch ne va pas pousser de KB directement sur vos machines, mais va vraiment donner l'ordre aux machines de se mettre à jour. Si jamais il y a le moindre problème lors de l'exécution d'un correctif, que ça n'a pas pu être possible, imaginons le cas par exemple d'une machine tout simplement qui n'a pas du tout accès à une source de mise à jour, vous aurez une entrée dans l'historique avec un log très clair qui vous décrira le problème qui s'est produit lors de l'exécution du patch, pour que vous puissiez du coup comprendre ce qui s'est produit et trouver une solution. Du coup, ces correctifs, vous pouvez les planifier, bien sûr, sur la tranche horaire de votre choix. Il est possible également de définir des politiques de mise à jour automatique pour demander à CyberWatch tout simplement d'appliquer tous les correctifs détectés sur les machines pendant telle partie de la semaine, pendant telle partie de la journée, pendant telle partie du mois. Et ça, vous pouvez le faire sur certaines machines seulement. Vous pouvez paramétrer ça pour que ça se passe différemment selon vos clients, selon les différentes typologies de machines, etc. Du coup, on a vu le fil de comment CyberWatch vous proposait de traiter vos vulnérabilités de bout en bout, donc de la partie détection en passant par la partie priorisation jusqu'à la partie application des correctifs. Et donc, une fois qu'on a ce processus qui est en place, il est possible de faire du reporting pour être capable de voir où on en est et de voir comment on peut s'améliorer
et également de mettre en avant, bien, tout simplement vos travaux auprès de vos clients. Du coup, pour ça, on vous propose, différentes solutions de reporting. Vous pouvez générer donc des rapports PDF qui vont se générer, donc qui vont pouvoir concerner, heu, pardon, les machines de votre choix. Ça peut être soit les machines de tel groupe, ça peut être les machines que vous cochez. Voilà, vous générez le rapport finalement sur, la cible, vraiment de votre choix. Et donc ces rapports, c'est des rapports qui sont très synthétiques, qui sont ont pour but de pas être forcément trop techniques, mais être très graphiques, qui vont mettre en avant du coup, les risques les plus importants sur le parc, qui vont mettre en avant, l'évolution des vulnérabilités dans le temps, sur le parc, en fonction de leur dangerosité, de leur sévérité, donc de leur score. Ils vont vous indiquer par exemple aussi, le nombre d'actions correctives effectuées chaque mois. Et ça va être le cas même si, ces actions correctives ne sont pas effectuées via CyberWatch. Parce qu'en fait, comme on effectue des scans périodiques sur les machines, on est capable de détecter le différentiel et du coup, vous indiquez qu'il y a eu des actions correctives effectuées, même si elles sont pas faites depuis notre solution. Également, on embarque, une stack qui s'appelle Kibana, qui est une stack de visualisation, qui vous propose, d'avoir directement, via l'appli web, différents graphiques, différents dashboards, qui vont venir, montrer, la proportion de vulnérabilités, corrigées, en fonction de leur date de détection, la proportion de machines, qui vont être, vulnérables ou non. Toute une série d'indicateurs, comme ça et puis surtout, la possibilité en fait de générer des dashboards supplémentaires pour répondre à des besoins spécifiques. Parce que c'est ça la force de Kibana, c'est de comme en fait vous avez toutes les données qui sont disponibles, en quelques clics en fait on peut facilement se recréer des graphes supplémentaires, si jamais vous aviez un besoin particulier. Mais vous avez, déjà notre dashboard par défaut qui remplit pas mal, son œuvre. Au niveau du scope de la solution, on va couvrir, les 3 familles d'OS, tout ce qui est machine Linux, la plupart des distributions. Vous aurez du mal normalement à trouver une distribution qu'on ne couvre pas, donc Debian, Red Hat, Ubuntu, CentOS, SUSE, Amazon Linux, Oracle Linux, Manjaro, Arch Linux. On ne met pas tout sur les slides, hein. On couvre également macOS. Côté Microsoft, on va couvrir, Windows Server 2003 et Windows XP, même si, ils sont plus supportés par leur éditeur. On couvre également Windows Server 2008 qui lui est supporté par son éditeur, mais plus pour longtemps. Du coup, Windows Server 2012, 2016. On aurait dû ajouter Windows Server 2019 sur la slide, mais c'est pas encore le cas. Bien sûr, les différentes distributions pour les postes de travail Windows. Sur les machines Linux, on va couvrir l'ensemble des applications qui vont être installées par le package manager de la machine. On va trouver toutes les vulnérabilités sur toutes les applications installées via ce package manager. Côté Microsoft, on va couvrir toutes les vulnérabilités du système d'exploitation. Également toutes les vulnérabilités des applications qui sont mises à jour via des câbles de sécurité Microsoft. On pourrait penser que c'est que des applications Microsoft, mais en fait, non, pas seulement. Il y a aussi, par exemple, Flash, qui peut être mis à jour via des câbles de sécurité. Et également, une liste, j'ai regardé la semaine dernière, on était à plus de 90 applications couvertes, question vulnérabilité sous Microsoft, qui sont bien sûr les applications les plus vulnérables. Vous allez trouver du Mozilla, du 7-Zip, du Chrome, Wireshark, PuTTY, je sais pas si j'ai déjà dit 7-Zip, VLC. Voilà, toute une série d'applications qui sont les plus porteuses de vulnérabilité et les plus utilisées également sous Windows. Je précise aussi que nous travaillons actuellement d'arrache-pied à élargir ce scope au périphérique réseau. D'ici à la fin de l'année, le logiciel sera également capable de couvrir certains types de routeurs. On va sortir en premier le support de routeurs HP et Cisco, d'équipements de type firewall. On vient de sortir, mais je pense pas forcément que ce soit très intéressant pour vous, mais le support d'équipements de type AIX. Et puis très bientôt aussi va sortir le support de SXI. Vous allez pouvoir suivre les vulnérabilités directement d'un ESXi
d'un hyperviseur directement via la solution. Ça, c'est également pour la fin de l'année. Donc ça, c'est un peu du détail technique sur la partie synchronisation des vulnérabilités. Puisqu'on vous propose différentes stratégies dans le cas où ça pourrait vous poser des problèmes de faire que votre CyberWatch puisse se connecter à l'extérieur pour mettre à jour ses vulnérabilités. Pour la plupart de nos clients, ça ne pose pas de problème. Euh, donc CyberWatch peut s'intégrer aux différents outils que vous utilisez déjà puisque notre logiciel publie une API de Cypress qui peut vous permettre d'automatiser toute une série de choses dans notre solution, comme l'ajout et la suppression de machines. Donc vous pouvez avoir des scripts qui vont automatiquement, lorsque vous allez commissionner ou décommissionner une machine, eh bien automatiser l'ajout ou la suppression de cette machine dans CyberWatch. Ça, c'est notamment valable pour les connexions mode sans agent. Vous pouvez demander à CyberWatch de générer des tickets dans des outils de ticketing, donc en créant un script API qui va permettre du coup de demander périodiquement, par exemple, de créer des tickets sur différentes vulnérabilités et remonter des informations de CyberWatch qui pourraient être collectées via notre API dans différentes autres solutions que vous pouvez posséder. Ok, du coup, je continue sur la partie gestion de conformité. J'en parlais un peu. Cette partie gestion de conformité va avoir pour but de venir vérifier toute une série d'éléments sur vos machines qui sont ou non des problèmes sur votre parc. Mais l'idée, ça va être de vous donner un maximum d'informations, de savoir si tel élément est vrai sur votre parc ou tel élément n'est pas vrai sur telle ou telle machine. Ce produit se base sur l'idée de ce produit vient du fait que eh bien de nombreuses sociétés vont avoir une politique de sécurité des systèmes d'information, donc une PSSI qui est souvent en fait un dossier qui malheureusement trop souvent est au fond d'un tiroir et difficile à mettre en œuvre, difficile également à mesurer s'il est effectivement mis en œuvre. Et dans cette PSSI il y a pas mal de parties dont certaines qui sont organisationnelles, humaines, etc., mais aussi pas mal de parties techniques et donc qui vont donner des configurations minimales à avoir sur vos machines pour respecter eh bien, des règles que vous vous assignez vous-même. L'idée de ce produit, ça va être de venir eh bien, faire vivre finalement cette PSSI et de venir vous aider à constituer un référentiel, donc un ensemble de règles que vous souhaitez venir mesurer sur vos machines et pour lesquelles vous souhaitez voir si vous êtes conforme, compliant ou si vous ne l'êtes pas. Et également de vous proposer tout simplement aussi hein, des référentiels préexistants qui sont proposés par de grands acteurs comme l'ANSSI ou comme un organisme qui est très réputé dans la gestion de conformité qui s'appelle CIS Benchmark et sur lequel en fait c'est chez cet organisme, je vais y arriver, excusez-moi qu'on a récupéré les règles de conformité. Les scripts qui viennent valider ces règles de conformité, ce sont des scripts CIS Benchmark. Euh, vous voyez que finalement, vous allez retrouver hein, le logiciel que je vous ai présenté juste avant avec la même interface et simplement une partie conformité qui va venir se glisser ici une partie supplémentaire et du coup qui va venir vous montrer sur sa page d'accueil la proportion de machines qui respectent eh bien, les règles que vous vous êtes fixées. De venir voir du coup sur les règles elles-mêmes quelles sont la proportion de règles qui sont valides et la proportion de règles qui ne le sont pas. De venir voir également en fait vous allez voir que les règles vont être rangées dans un référentiel qui s'appelle le référentiel Miret du coup avec des règles de niveau minimal qui vont être finalement des règles qui sont généralement recommandées pour l'ensemble comme à valider pour l'ensemble des machines et puis des règles de plus en plus dures en fonction eh bien, de la criticité des machines et du niveau de durcissement. Pour les règles de niveau élevé, on est typiquement sur des configurations qui relèvent du militaire. Plus on descend, plus on est sur n'importe quelle machine.
Au niveau de l'architecture, on est vraiment sur le même principe. C'est vraiment soit les agents, soit les sans agents qui vont venir exécuter les scripts de conformité sur vos machines et valider du coup ces éléments de configuration. Donc ce dont je vous expliquais, hein, c'est que vous allez pouvoir piocher parmi les référentiels qu'on vous propose des ensembles de bonnes pratiques, des ensembles de règles, donc qui vont pouvoir être des règles sur le niveau de sécurité de vos mots de passe, venir voir, donc très diverses, hein, parce que ça peut être par exemple de venir vérifier si vous autorisez la connexion en tant que route sur une machine Linux en SSH, de venir voir si vous avez telle typologie de caractère dans vos mots de passe, de venir voir, de venir valider certains éléments, certaines clés de registre sur vos machines Windows pour voir si votre AD est bien configuré. Euh, voilà, énormément de règles, donc plusieurs milliers en fait, qui s'appliquent et qui, du coup sont validées automatiquement par le logiciel. Et du coup, le logiciel en fait va venir faire le tri pour venir voir quelles règles de votre référentiel s'appliquent à tel système d'exploitation et venir automatiquement les vérifier. Vous retrouvez la liste des machines que je vous ai présentées tout à l'heure. Simplement, plutôt que de vous montrer le nombre de vulnérabilités, on vous montre le nombre de règles valides ou non sur votre parc. Tout à l'heure, je parlais du fait que la configuration, c'est plus subjectif et que du coup, certaines règles vont être à valider sur votre parc ou non. Par exemple, il y a une règle de niveau minimal qui va être le fait de savoir si votre machine expose un serveur web et qui va du coup être non conforme si jamais votre machine expose un serveur web. Donc si jamais le port 80 ou le port 443 est ouvert sur la machine et qu'il y a un service derrière, la règle eh bien, va s'afficher en rouge. Donc c'est là qu'on comprend bien, je pense, ce que vous propose ce produit. C'est vraiment à vous de décider ou non d'appliquer ces règles parce que il peut être tout à fait légitime d'avoir des machines qui exposent un serveur web. C'est d'ailleurs le cas de votre machine CyberWatch, mais simplement, eh bien, c'est un choix. Vous n'allez pas exposer un serveur web sur une machine qui n'est pas du tout conçue pour ça. Si vous exposez un serveur web sur votre domaine contrôleur, par exemple, c'est peut-être une non-conformité. Alors que ben, sur la machine CyberWatch, c'est légitime. Donc, je donne cet exemple pour vous montrer que c'est ce que vous propose ce produit, c'est vraiment de venir vérifier parmi des règles que vous souhaitez vous attribuer à ces machines, eh bien, lesquelles sont conformes et lesquelles ne le sont pas. Ce qui est également très fréquemment fait hein, pour se construire un référentiel, une stratégie qui est fréquemment employée, ça va être de venir prendre une machine type, essayer de valider un maximum de règles dessus, et toutes celles qu'on a réussi à valider, les ranger dans un référentiel de base pour dire, bah, celle-là sur ma machine de base, j'ai réussi à les valider. Donc du coup, je dois pouvoir les valider sur l'ensemble du parc de ce client ou sur l'ensemble de tous mes clients. Du coup, par machine, vous allez pouvoir voir eh bien, forcément chaque règle, ce dont il s'agit, et de voir si elle a été validée comme conforme ou non, et dans quel référentiel elle est rangée, et puis bien son niveau. Là, c'est pas forcément un hasard hein, si du coup on voit que toute une partie des règles minimales sont validées sur la machine, tandis que la règle médium, elle n'est pas validée par défaut parce qu'elle est un peu plus difficile à valider, un peu moins courante. Pour chacune des règles, on va vous donner la description de la règle et toujours une justification. On va toujours motiver pourquoi cette règle est intéressante et quelle est la raison qui peut nous pousser à venir valider cette règle. On va vous montrer comment on vient vérifier cette règle et également on va vous indiquer comment vous pouvez vous mettre en conformité si jamais vous ne l'êtes pas. J'ai pris un exemple Linux, hein, mais ça aurait été la même chose sous Windows. Lorsqu'une règle est non conforme, vous avez aussi le log très précis de ce dont il s'est passé sur la machine, de ce qui s'est passé sur la machine, pardon, pour pouvoir eh bien, savoir concrètement ce qui fait que la machine n'est pas conforme. Donc ça, c'est un peu pour pouvoir aller plus loin. Si jamais certaines règles, vous voulez valider certaines règles qui ne sont pas présentes dans l'encyclopédie, vous avez une syntaxe qu'on vous propose pour pouvoir créer des règles qui vous sont propres et pouvoir du coup, comme ça, venir valider des règles supplémentaires si jamais elles n'étaient pas présentes dans la solution. Vous avez à nouveau cette partie reporting qui va vous montrer du coup
la proportion de respect de vos règles, et tout simplement un dashboard en fait, hein, qui mesure du coup eh bien, l'état de la conformité de votre parc ou du parc de tel ou tel client. Au niveau des systèmes couverts, c'est la même chose. Des stratégies de scan, c'est exactement la même chose également. Sur la synchronisation des règles aussi, l'intégration. Et du coup, j'arrive à cette partie conclusion que j'ai notée tout à l'heure. Donc, pour vous dire qu'on est une solution 100% française, on fait partie du consortium de sociétés de cybersécurité Exatrust. On est conçu en mode privacy by design, donc c'est ce que vous avez peut-être pu comprendre avec cette partie machine hébergée sur votre réseau. C'est que finalement, CyberWatch n'est pas eh bien, en connaissance de vos configurations, ni, comment dire, ni de vos vulnérabilités, puisque vous les conservez sur votre machine dans votre réseau. Et ça nous va très bien comme ça. Donc on met vraiment en avant énormément hein, le fait qu'on est une société française. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre ADN, puisque ça nous vaut aussi la confiance de certains de nos clients, comme la gendarmerie française et différents acteurs publics français. Donc voilà. Vous avez le contact de CyberWatch qui s'affiche et le support, bien sûr, qui est disponible. Également, je précise qu'on a une solution qui est très vivante, qui est développée activement. Tout à l'heure, j'ai parlé des différents éléments de notre roadmap pour la fin de l'année. Vous avez vu que c'est bien chargé. On sort une version toutes les 3 semaines. Voilà, c'est pour vous montrer qu'on évolue rapidement. Et ces évolutions sont dictées par les retours que nous font nos clients. Donc voilà, on est capable de rapidement faire avancer notre solution sur certains points qui peuvent être gênants pour vous avec des cycles assez courts. Voilà pour l'ensemble de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui pour ce webinaire.